à tous les amis de DEC VAE. Je suis très heureux que nous puissions éventuellement présenter les premières étapes vers cette ultime d'épreuve exposée que vous avez à passer vers le mois d'octobre. J'espérais avoir pour cette semaine la date approximative des examens de cette UV, de cette DEC, de ce DEC VAE, mais malheureusement pour l'instant, j'en suis pour l'instant pas informé. J'espère l'être le plus vite possible. Je voudrais vous rappeler que vous avez tous déposé un livret 2 plus ou moins complet dans lequel vous avez décrit vos expériences professionnelles, du moins vous avez indiqué vos expériences professionnelles, et ensuite pour le remplissage du livret 2, et en particulier des 3 UV que vous présentez pour la plupart, vous avez rempli les éléments demandés selon 3 niveaux, le niveau, je dirais, collaborateur, le niveau chef de mission, le niveau expert comptable, pour bien marquer à travers vos commentaires les épreuves UV1, UV2, UV3 que vous avez à démontrer comme quoi vous avez réalisé l'ensemble des activités correspondant à ces 3 UV. Vous avez joint un certain nombre de documents et surtout d'attestations de professionnels qui sont des experts, qui sont des commissaires, qui sont des notaires, qui sont des avocats, qui sont éventuellement des clients pour lesquels vous avez utilisé le respect du RGPD et qu'ils vous ont autorisé à communiquer leur identité. Ça, c'est hyper important. Ce sont des gens qui confortent, bien sûr, votre expérience, qui complètent vos certificats que vous avez fait de travail à travers les différentes entreprises ou cabinets que vous avez fréquentés. Comment donc allons-nous préparer cet exposé? D'abord, nous allons définir le plan de cet exposé et ensuite nous allons essayer d'envisager en même temps le diaporama accompagnant notre exposé. Je vous rappelle que pour le DEC VAE, l'épreuve vous donne environ un quart d'heure d'exposé et ensuite une demi-heure pour répondre aux questions des jurys qui vont, je dirais, épuiser l'ensemble des 3 UV pour montrer que vous avez ou pas toutes les références nécessaires à la validation de ces 3 UV. Dans un premier temps, vous arrivez donc pour l'exposé et je vais simuler un peu la chronologie de l'exposé de 15 minutes. D'abord, vous allez arriver devant le jury qui sera bien sûr assis. L'idéal, c'est que le jury vous serre la main, ce qui n'est pas toujours le cas. Les années précédentes, il y a eu 2 sessions, donc on ne peut pas parler de beaucoup d'années précédentes. Avec la pandémie, ce n'était pas nécessaire de saluer avec la main, vous aviez une distance et quelquefois même certains jurys, ce n'était pas l'ensemble des jurys demandaient le masque. Donc, ce n'était pas évident de serrer la main. Mais comme vous êtes tous des adultes et bien adultes, il est évident que le jury, s'il vous tend la main, c'est formidable. Donc, dans un premier temps, vous allez vous asseoir et vous allez dire, bien sûr, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour messieurs, et vous attendez que le jury vous donne son accueil également, et vous demandez l'autorisation de pouvoir utiliser votre ordinateur ou votre tablette pour présenter votre diaporama. Ça, c'est une nécessité. Ensuite, vous attendez que le jury, ayant attendu que vous installiez votre ordinateur, mais celui-ci aurait dû être préparé dans la salle d'attente quelques minutes avant votre entrée, et vous pouvez arriver avec votre ordinateur déjà préparé, que vous avez déjà ouvert, que vous avez avec vous sur la gauche, et vous avez votre documentation à droite, parce qu'il est absolument intéressant que vous ayez avec vous votre livret de papier, si c'est nécessaire, peut-être pas tout, mais les essentiels du livret de papier, et quelques documents complémentaires ou libres
que vous avez utilisés pour votre formation. En particulier, j'aimerais que vous ayez le livre, en particulier le Code de commerce 2021, que vous ayez également Memento Audit Compta avec vous et que vous ayez aussi éventuellement, pour certains d'entre vous qui ont accompli le lexique documentaire que j'ai demandé de réaliser pour les DEC traditionnels déjà au mois de mai et qui se confortent pour le mois de novembre prochain, ce serait formidable. Donc, vous devez arriver avec votre ordinateur et un sac dans lequel se situe le bouquin Carédec, j'allais confirmer les manuels, les ouvrages Carédec UV1 que vous avez chez l'Extinso Édition, il y a 2 tomes, le livre Code de commerce et Memento Audit, et vous avez le référentiel, du moins, vous n'avez pas le référentiel, vous avez les règles déontologiques que vous avez avec vous, c'est-à-dire que vous voulez démontrer au jury que vous avez une documentation qui a été réalisée de manière importante pour être présent devant ce jury. Et ça me paraît un petit élément plus que je n'avais pas insisté trop l'année dernière. Il faut que vous démontriez votre côté documentaire et votre côté, je dirais, professionnel. Ensuite, voilà, vous avez, madame, monsieur, on vous écoute. Alors voilà, monsieur Tison Francis, je suis des Hauts-de-France, j'ai tel âge, je suis marié et père de 2 enfants, et j'aimerais donc vous présenter le plan de mon exposé. Tout d'abord, il y aura la première partie, ce sera en particulier mon cursus professionnel surtout, et mon cursus académique. Ensuite, j'évoquerai en deuxième partie pourquoi j'ai choisi la VAE. Et en troisième partie, je rappellerai les expériences professionnelles que j'ai décrites dans mon livret 2 et qui m'ont permis de pouvoir satisfaire aux exigences des référentiels, ça sera ma 4e partie, sur lesquelles je reviendrai pour l'UV1. Sur le plan cursus professionnel, j'ai travaillé à la fois dans une entreprise Tartampion, que vous avez là mon certificat de travail, et également dans 2 cabinets d'expertise comptable, X et Y. Au cours de ces 3 expériences qui constituent environ une 30aine d'années d'expérience, j'ai bien sûr touché à l'ensemble des éléments nécessaires à cette obligation de respecter le référentiel des UV prévus pour le DEC. En ce qui concerne mon cursus académique, j'ai un cursus classique, j'ai passé le DCG, le BTS et le DCG, j'ai ensuite orienté mes études vers un master et j'ai ensuite réalisé le DSCG. Je pouvais passer le DEC traditionnel, oui, mais je vais vous expliquer dans la deuxième partie pourquoi j'ai choisi le DEC VAE. Il m'apparaît important pour valoriser notre métier que notre diplôme, qui est un diplôme universitaire, mais en même temps professionnel, justifie une certaine qualité technique et d'expérience, comme vous le demandez dans cet examen VAE, vous demandez qu'on valide notre expérience en corrélation avec les exigences du DEC. Je considère que c'est vraiment l'épreuve DEC-VAE à travers votre présence, madame, monsieur, et toutes, je dirais, les compétences que vous représentez derrière votre nomination pour nous juger, que je considère que le fruit des expériences que je vais décrire au fur et à mesure, et en même temps, je dirais, la réussite de certaines expériences, me permet de dire que, à travers votre décision et à travers le déroulé de cette intervention, je considère que le DEC-VAE a beaucoup plus d'importance aujourd'hui qu'hier. D'ailleurs, bien sûr, on a mis beaucoup de temps à accepter le DEC-VAE, mais je considère que c'est une parfaite réussite. Et pourquoi? On peut avoir un DEC traditionnel aujourd'hui qui n'a pas toutes les compétences, et loin s'en faut. Je confirme même à travers l'expérience que je vis devant vous aujourd'hui qu'un diplôme n'est pas un gage de compétences.
c'est un gage de connaissance à un moment donné. Et malheureusement, on le sait, ce n'est pas toujours les diplômés qui font les meilleurs experts comptables. Pourquoi? On peut avoir dans le DEC traditionnel un expert comptable reçu dans l'état actuel des coefficients et des modalités, qui a eu 14 au mémoire, tant mieux, ça veut dire qu'il a fait un bon travail pour les examinateurs, mais à côté de cela, avec les coefficients, il a eu un 6 aux épreuves UV1 et un 6 aux épreuves UV2. Croyez-vous que ce diplômé soit suffisamment compétent par rapport à un DEC VAE pour être un expert comptable, je dirais, de grande qualité? Je n'ai pas peur de dire que j'ai un doute. Par contre, nous, dans le DEC VAE, pour valider le DEC complet, nous n'avons pas de notes, je sais, mais nous devons valider, c'est-à-dire d'avoir plus que la moyenne à chaque UV, par votre décision. Je considère donc honnêtement que la formule DEC-VAE, agrémentée par toutes les documentations et attestations nécessaires pour justifier la réalité de certaines actions, est beaucoup plus cohérent au niveau de l'expérience acquise et de la valorisation de cette expérience. Je voudrais aussi rappeler que les deux entreprises et les deux cabinets comptables que j'ai décrits dans mon expérience professionnelle me permettent et m'ont permis de pouvoir asseoir toutes les rencontres difficiles et constructives pour l'audit légal et surtout pour l'audit contractuel. De plus, grâce à mon expérience cabinet, j'ai réalisé, je vous le dirai dans quelques minutes, un livre de procédure qui permet de respecter les règles déontologiques à la fois. J'ai fait un livre de procédure expert comptable et un livre de procédure CAC qui permet, ces deux livres de procédure, de démontrer ma réalité d'expérience concernant nos deux professions. Donc, j'ai pu décrire à travers les expériences professionnelles qui étaient nécessaires dans ce livret 2, j'ai pu décrire un certain nombre de réalités, d'expériences réalisées qui vont me permettre maintenant, dans la quatrième partie, de permettre de passer en revue, avec votre autorisation, l'ensemble des référentiels UV1, UV2 et UV3. En ce qui concerne UV1, le remplissage du dossier UV1 m'a permis de conforter mon idée que j'étais amené à développer les règles déontologiques et le règlement normatif des deux professions. Je me suis aussi obligé à découvrir et à faire respecter par l'ensemble du cabinet dans lequel je suis actuellement et dans celui dans lequel j'étais auparavant, l'ensemble des normes d'exercice professionnel et l'ensemble des normes professionnelles du commissaire et de l'expert comptable. J'ai demandé à mes collaborateurs, puisque j'ai un certain nombre de collaborateurs et je dépends bien sûr d'un comité de direction, j'ai sollicité de la part de la direction la volonté que tous les collaborateurs aient sur leur bureau plusieurs choses. D'abord, sur le bureau, il y a les sites importants. Les sites importants que j'ai demandé, toujours dans l'optique de l'UV1, c'est le site, bien sûr, du Conseil national des experts comptables, le site de la Compagnie nationale des experts comptables, le site de l'ANC, le site de H3C, le site de l'IFEC, qui me paraît important, les syndicats, et le site de l'ECF. Et j'ai ajouté le site également important de SIC, qui est une revue hebdomadaire maintenant et qui est très riche sur le plan de l'information, et le magazine, je dirais, des commissaires aux comptes. J'ai ajouté aussi un site qui me paraît fort important, c'est le site de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui est un site ô combien formateur, car il nous amène à suivre des webinaires
certes payants mais de modestes sommes, mais également des webinaires gratuits et de nombreuses sources d'informations. Je salue également, à travers les sites que je viens d'évoquer, les communiqués relativement nombreux et ô combien intéressants des deux présidents, M. Canesi pour les experts et M. Yannick Olivier pour les commissaires aux comptes. Je n'oublie pas, voyez-vous, de mettre un site à caractère privé, mais qui est ô combien riche pour la formation des collaborateurs et pour ma formation, c'est le site Compta Online. Compta Online me donne énormément d'informations. L'ensemble du cabinet dans lequel je suis est forcément abonné à plusieurs revues et les trois principales revues sont, les quatre, je dirais, principales revues, sont Actuel Expert Comptable que nous découvrons chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. Il y a la revue Fiduciaire Comptable, il y a la revue française de comptabilité et il y a bien sûr les éditions Francis Lefebvre à travers leur site au niveau actualité fiscale et sociale et surtout également pour moi en tant que formateur et en même temps, puisque je forme, j'en parlerai tout à l'heure, un certain nombre de collaborateurs, j'ai le besoin d'avoir les interventions de la revue française la revue française Francis Lefebvre de comptabilité, c'est-à-dire la revue Francis Lefebvre Comptabilité, qui est un résumé rapide de toutes les décisions importantes à la fois des trois instances, les quatre instances ANC, H3C, CNCC et CNOC. Et ça, c'est quand même un résumé hyper important et quelquefois avec des dossiers hyper importants. Ce qui permet à l'ensemble des collaborateurs d'avoir des sites qui permettent de revenir très rapidement sur des informations. Autre chose que je demande à mes collaborateurs, c'est d'avoir je dirais, des sites de moteurs de recherche, car ça me paraît hyper important de faciliter pour nos clients et pour nous-mêmes la recherche documentaire. Et j'ai fait donc sur les bureaux de mes collaborateurs un site qui s'appelle Moteur de recherche, dans lesquels vous avez plusieurs sites que tout le monde connaît, mais je vais les rappeler rapidement. Vous avez le site Google, qui est celui qui vient à l'esprit la première fois. À cela, j'associe, attention, quelque chose qui est très important pour nos recherches, c'est le site Google Alert, c'est-à-dire Alerte plus loin Google. Ça, c'est un site qui est hyper important pour nous permettre de rechercher plus rapidement ou de faire chercher par Google des informations dont nous ne disposons pas de manière parfaite. Troisième site, c'est le site Ask, ASK. Quatrième site, c'est le site, je dirais, Quant, QWANT. Cinquième site, c'est le site Mozbot, M-O-Z-B-O-T. Le sixième site, c'est le site Yahoo Actualité qui est hyper important. Et j'ajouterai comme site de recherche, ça peut paraître surprenant, mais il y a des informations vidéo sur YouTube qui sont formidables pour confirmer un certain nombre de choses. C'est YouTube. Et j'ajouterai aussi, quelquefois, on a des difficultés pour trouver un synonyme à des mots français. Moi, j'ai pour habitude de mettre le dictionnaire des synonymes comme moteur de recherche. Et je n'oublie pas aussi un site qui peut avoir un intérêt évident, c'est le site Bloc-Notes, qui nous permet quelquefois de récupérer des textes et de les transformer à notre manière pour une diffusion à nos collaborateurs et voire pour une diffusion à nos clients. Car je suis très imprégné de l'information et de la formation pour les collaborateurs, mais en même temps pour nos clients. Au niveau de l'UVA, donc, j'assiste régulièrement au congrès des experts comptables et quelquefois aux journées nationales des commissaires aux comptes. Et j'y passe des moments formidables. Et grâce à notre installation, je dirais, dans les Hauts-de-France, je participe également au congrès avec des experts comptables du groupe. Je participe aux réunions annuelles et quelquefois en ligne, comme cette année dans les Hauts-de-France, le 23 juin prochain, à l'Assemblée générale du Conseil régional des experts et aussi à l'Assemblée des commissaires aux comptes régionaux de Hauts-de-France. Tout ça est très
riche. Tout ça me permet d'avoir forcément l'occasion d'être en contact avec l'ensemble des décideurs professionnels, et j'avoue que l'ensemble des règles déontologiques, l'ensemble du règlement normatif et l'ensemble des normes et l'ensemble aussi des notes d'information sont des choses qui apparaissent absolument comme éléments indispensables pour tous les collaborateurs qui ont sur le site, justement, c'est le troisième dossier que j'ai, c'est le site documentation professionnelle, dans lequel nous y mettons les règles déontologiques des commissaires et des experts comptables, le règlement normatif des experts et des commissaires aux comptes, et également les règles déontologiques des experts et des commissaires aux comptes, les notes d'information, les normes d'exercice professionnel et les normes professionnelles. Avouez qu'avec ces 3 postes sur chacun des postes informatiques de nos collaborateurs et des associés, nous disposons rapidement, ça c'est une chose que j'ai mise en place depuis que je suis dans un cabinet comptable, j'ai toujours eu comme principe d'être bien organisé pour réussir. Pour l'UV2, c'est une UV qui est relativement, je dirais, crainte par l'ensemble des DEC traditionnels, et les moyennes à cette épreuve traduisent, je dirais, peut-être le manque de préparation ou le manque d'organisation. Je ne peux pas rentrer puisque je n'ai jamais passé officiellement l'UV2, mais je sais qu'elle est relativement difficile aux yeux de certains. Mais la difficulté réside dans l'aspect documentaire. Alors moi, à travers mes expériences et le remplissage de l'UV2, j'ai montré que j'étais très attaché à l'aspect documentaire. Et pour la préparation de ce DEC, j'ai été accompagné par un coach que vous avez les coordonnées dans mon dossier livret 2, un coach qui nous a invités à suivre les cours de DEC traditionnels, c'est-à-dire à la fois le samedi matin, la préparation de l'UV1 de 8h à 9h30, la préparation de l'UV2 de 9h30 à 12h, quelquefois beaucoup plus d'ailleurs, et nous avions la possibilité de travailler avec le groupe DEC traditionnel, de travailler des épreuves, nous avons fait toutes les annales du DEC de 2010 à 2021. Nous avons fait toutes les annales des examens de commissaire aux comptes, d'abord le certificat préparatoire et l'épreuve pour être commissaire aux comptes. Nous avons tout vu de 2013 pour les commissaires aux comptes à 2021. Nous avons même eu écho, puisque là, nous sommes aujourd'hui, madame, le 15 octobre, et les épreuves de CAC auront lieu dans quelques jours pour l'année 2022. De plus, grâce à notre coach, nous avons revu toutes les UV 1 et 4 en particulier qui sont proches de l'UV2 du DEC, du DSCG. Et nous avons revu toutes les épreuves, voyez-vous, nous avons revu toutes les épreuves de, je dirais, de l'année 2010 à 2021, même 22, puisque les épreuves ont eu lieu, voici quelques jours, du DSCG État et du DSCG, je dirais, Intec. Ça, c'est hyper important parce que la combinaison de toutes ces annales qui ont un caractère pour certaines d'entre elles, ne l'oublions pas, j'aimerais qu'on revienne là-dessus d'ailleurs, parce que le DEC traditionnel, l'épreuve de DEC traditionnel UV2, c'est une épreuve qui, sur le plan théorique, regroupe l'ensemble des épreuves du DCG et du DSCG. Par contre, c'est l'aspect professionnel qui doit être ressenti lors de votre rédaction de l'épreuve UV2. C'est votre côté pédagogique, votre côté rationnel qui va permettre de pouvoir faire la différence. Et moi, à travers donc l'aspect théorique que j'ai pu décrire à travers les cours que j'ai suivis pendant plusieurs mois, puisque depuis le mois de janvier, nous avons suivi tous les cours pour le mois de mai, et depuis le mois de septembre, depuis début septembre 2022, nous suivons les cours qui sont renouvelés pour l'épreuve de novembre
2022 pour la deuxième session du DEC traditionnel. Donc nous avons la chance d'avoir presque 5 à 6 mois de formation qui nous ont permis, à travers les examens des annales, et ces annales étaient corrigées, et c'est ça l'intérêt pour nous, dans l'optique 2022, que ce soit pour l'UV1 et que ce soit pour l'UV2. Nous avions des épreuves à préparer à la maison. Chaque samedi, le coach nous demandait de préparer des épreuves, qu'il a appelées même, quelquefois, ça nous faisait rire, examen blanc. Donc il y avait des épreuves à préparer, UV1 et UV2, ce qui permettait pour nous d'être totalement entraînés à subir l'épreuve UV1 et UV2. Nous avons donc décortiqué tous ces annales avec l'optique 2022. Les expériences que j'ai pu décrire dans mon dossier UV2 m'ont confirmé d'une manière évidente le fait que je respectais, et ça a été pour moi quelque chose de relativement important, de respecter l'ensemble des exigences, et j'ai trouvé qu'il y en avait un certain nombre, et c'est tout à fait intéressant de pouvoir démontrer que l'ensemble des exigences permettait à certains d'entre nous de pouvoir développer au cours de nos activités la confrontation avec les exigences du DEC traditionnel. Et ça, pour moi, les expériences cabinet associées à des expériences entreprises ont été génératrices de beaucoup de ressources nouvelles qui me permettent aujourd'hui d'être devant vous et de me retrouver devant vous avec, je dirais, la certitude que je remplis au moins, parce que je ne peux pas avoir cette prétention de dire que je sais tout, je ne sais pas tout. D'ailleurs, tous les diplômés du DEC traditionnel ne savaient pas tout, parce que normalement, s'ils savaient tout, ils auraient dû avoir 20 à chaque épreuve. Ce n'est pas le cas, j'en connais aucun qui a eu 20 à chaque épreuve. Aucun sur le plan actuel. Donc ça veut dire qu'on a tous quelques petites insuffisances. Moi, je revendique que je sais que mon travail que j'ai présenté devant vous représente au moins la moitié des exigences pour chaque UV que vous m'avez demandé de pouvoir remplir et d'attester. Donc sur l'UV2, j'ai vu bien sûr toutes les nouveautés récentes, que ce soit à travers l'examen de conformité fiscale. J'ai vu bien sûr la loi du 14 février sur le statut des indépendants. J'ai vu la suppression de l'URL dans cette loi du 14 et la réhabilitation d'une manière beaucoup plus évidente de l'entreprise individuelle. Je suis avec régularité les textes qui sont publiés sur le plan fiscal. Je suis abonné, entre autres choses, à Compta Online, c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je suis abonné aussi à Fiscalité Online, qui me permet d'avoir les informations permanentes et d'être au courant de tout cela. Compte tenu que je suis abonné aussi à Actuel Comptable, Revue Fiduciaire, Revue Française de Comptabilité et Revue Francis Lefebvre, il est évident que je dispose d'un certain nombre d'éléments. Et nous avons dans le cabinet un travail à faire chaque semaine. C'est lundi matin un tour d'horizon de l'actualité qui est préparé à tour de rôle. Pendant une heure, nous avons avec l'ensemble des collaborateurs qui de 9h à 10h, tous les lundis matins, nous faisons un tour d'actualité et nous mettons en place le futur de cette semaine avec les exigences supplémentaires fiscales, sociales ou juridiques qui sont importantes à savoir, et que tout cela est enregistré sous forme vidéo, parce que quelquefois on fait ça sur Skype ou sur Teams, et nous rediffusons tout ça à l'ensemble des collaborateurs qui ont donc toutes les vidéos conservées année par année avec un numéro qui correspond à la semaine. Et comme notre cabinet ne ferme pas, mais il y a un roulement à l'intérieur de notre cabinet pour une permanence, nous avons l'occasion d'avoir 52 semaines d'actualité qui nous permettent d'être, bien sûr, à travers les vidéos que nous conservons, de pouvoir générer un certain nombre de ressources qui nous permettent, je l'espère, d'être forcément informés régulièrement de toutes les nouveautés fiscales, juridiques et sociales. Pour l'UV3, qui a une dominante au fond de cette UV3, c'est à la fois de démontrer que le candidat a une aisance verbale et une aisance écrite,
L'aisance verbale, je vous laisse apprécier à travers ce que je dis depuis que je suis devant vous. Ça sera peut-être confirmé par les questions que vous allez me poser. Mais au niveau de toutes les exigences que je devais remplir pour l'UV3, que ce soit la rédaction de documents prioritaires pour l'expert comptable, que ce soit des notes, que ce soit des rapports, que ce soit des notes de synthèse, etc. Bon, à travers les examens que j'ai pu passer au niveau académique, j'ai eu l'occasion de faire des mémoires, comme pour celui du DSCG, et de faire des rapports comme pour celui du BTS ou comme celui du DCG. Certes, c'était des rapports, donc c'est-à-dire c'était pas un apport du candidat. Donc ici, j'ai voulu, et je me mets dans la peau de celui qui a fait un mémoire, j'ai voulu apporter, je dirais, un poids supplémentaire à mon UV3. En effet, sur les conseils de notre coach, nous avons rédigé, comme lui c'était un ancien membre du jury qui connaît les procédures, il a travaillé comme s'il était en train de juger un candidat officiel. Donc, il nous a imposé une notice, il a fait la plupart du temps un 4-2 pour nous imposer ses propres objectifs et à la fois de nous remettre dans le bain. Et nous avons donc à la fois dans ce livret 2 remis un certain nombre de documents de notices et bien sûr un mémoire. Au départ, il nous avait dit de faire un mini-mémoire de 50 pages, mais l'occasion étant, pour beaucoup d'entre nous, du moins dans le groupe, nous étions 13 personnes et 9 ont fait un mémoire, je fais partie des 9, mais je viendrai sur le point de ceux qui n'ont pas fait le mémoire. Alors, en conséquence, il est évident qu'avoir rédigé un mémoire, ça nous a permis éventuellement également de pouvoir travailler notre façon d'écrire et de pouvoir nous mettre dans la peau de celui qui a forcément un travail à faire de rédaction pour être forcément diplômé. Alors, il est évident aussi que par rapport au DEC traditionnel, l'UV3 a un coefficient 4 avec une note éliminatoire inférieure à 10. Nous, en DEC-VAE, il n'y a pas de coefficient, ce qui est bien ou pas bien, mais ça je ne rentre pas dans les lignes de compte de cette réflexion. Mais nous avons à démontrer que nous avons accompli au cours de notre expérience, pour moi en ce qui concerne mon expérience de près de 30 ans, que j'ai eu l'occasion de rédiger des documents, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans des mini-conférences devant mes clients. Je participe également à des réunions à la Chambre de commerce pour les créateurs d'entreprises. Donc, j'ai eu l'occasion d'écrire, et je vous ai démontré l'ensemble des documents et des attestations. J'ai eu l'occasion aussi d'animer des formations pour les collaborateurs. À travers, justement, mes expériences précédentes, j'avais accumulé un certain nombre d'éléments ô combien intéressants, et cela nous a permis éventuellement de renforcer, et m'a permis de renforcer mon aisance verbale et aussi mon aisance écrite. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas fait de mémoire, mais je pense qu'à travers les attestations que j'ai pu vous remettre et les documents qui ont pu être présentés à cet effet, je pense avoir rempli au moins la moitié des exigences de cette UV3 et de pouvoir postuler à l'ensemble de ces 3 UV. Mais madame, monsieur, je ne vais pas abuser et faire le portrait, je dirais, arrangé et positif de ce que je suis. Je vous remercie d'abord de votre attention et je reste bien sûr à votre entière disposition pour répondre à vos questions. À partir de ce moment-là, le jury va revenir premièrement, et c'est là où vous devez être très fort, sur chacune de vos expériences professionnelles, et il va vous demander de préciser les points forts de cette première expérience, les éléments sur lesquels vous avez une expérience qui s'est enrichie par cette première expérience, et également de renforcer également les points forts de chaque expérience. C'est-à-dire que, compte tenu que certains ont eu 6 ou 7 expériences, d'autres n'en ont eu qu'une, d'autres en ont eu 3, d'autres en ont eu 2, il faut que vous sachiez répondre aux points forts de l'expérience.
Et ensuite, vous allez avoir les jurys qui vont rentrer dans les référentiels de chacune de ces UV et qu'ils vont vous demander des précisions. Ils vont vous demander des précisions comme celle-ci. Est-ce que, première question pour l'UV1, monsieur, est-ce que vous avez suivi les dernières normes à la fois de l'expertise comptable et du commissaire aux comptes qui ont fait l'objet de modifications? Donc, vous devez être au courant des normes qui ont été modifiées durant ces 2-3 dernières années. Ça, c'est la question numéro 1. Pouvez-vous nous parler des normes relatives à la protection, à la lutte contre le terrorisme en particulier et à la lutte contre le blanchiment? Qu'est-ce que vous pensez de cette norme et quel est pour vous l'intérêt de cette norme quand vous avez un nouveau client? Autre question, vous savez que les professionnels comptables ou commissaires aux comptes sont très exigeants sur la qualité. Est-ce que vous connaissez la norme qualité? Autre question qui arrive, vous avez deux institutions qui sont très importantes. Et j'aimerais que vous puissiez nous expliquer le rôle précis de H3C et le rôle précis de l'ANC. Est-ce que vous connaissez également la règle de la discipline au niveau des Hauts-de-France, par exemple? Vous êtes actuellement en Hauts-de-France, il y a une commission régionale des commissaires aux comptes. Comment se passe l'aspect disciplinaire des commissaires aux comptes? Voilà, est-ce que vous avez déjà vécu une rencontre avec un contrôle qualité qui a été effectué dans votre cabinet, auquel vous avez été sollicité par le contrôleur qualité à la fois du côté commissariat et du côté, forcément, expertise comptable? En gros, on va vous demander de démontrer votre implication dans l'aspect déontologique et de bien maîtriser toutes les questions que je viens de vous donner. Retenez les points forts de ce que vous avez appris pour chaque expérience. Si vous en avez qu'une, vous devez insister sur que cette expérience vous permet d'avoir touché à toutes les exigences du référentiel de ces examens DEC, aussi bien 1, 2 et 3, et j'aurai l'occasion de pouvoir vous répondre sur d'autres aspects. En ce qui concerne les questions prioritaires de l'UV2, monsieur, madame, avez-vous l'expérience, par exemple, donnez-nous quel était votre travail de la semaine dernière, donnez-nous un petit peu quelles sont les activités que vous avez réalisées la semaine dernière qui correspondent à peut-être votre travail régulier et qui confortent un peu la validation de votre expérience. Ça, c'est la première question que beaucoup de jurys vous prêtent. Est-ce que vous avez déjà vécu un apport partiel? Est-ce que vous avez déjà vécu une fusion? Ça, c'est hyper important. Troisième question, on sent que à travers les entreprises que vous avez fréquentées, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience en commissaire aux comptes. Alors, vous m'avez évoqué avec l'attestation que vous avez fait un stage dans un service de commissariat aux comptes, déjà de bonne réputation, puisque c'est un service commissaire aux comptes d'un niveau national. Est-ce que vous pouvez nous faire ressortir le fruit de cette expérience que vous avez pu retenir à travers ces 50 ou 250 heures, selon certains, que vous avez pu faire? Autre chose, vous avez remarqué qu'à travers votre activité dans votre centre de gestion, vous n'avez pas eu beaucoup de possibilités de parler de fusion, de sociétés, même si vous avez quelques sociétés, mais à un niveau, je dirais, plus compliqué. Il y a un niveau plus compliqué, c'est lorsqu'on parle de fusion, qu'on parle de consolidation, qu'on parle d'intégration fiscale. Et dans ce cas-là, vous avez effectué un stage volontairement sur les points forts que je suis en train d'évoquer pendant un certain nombre d'heures dans un cabinet de renommée nationale. Qu'est-ce que ça vous a appris? Est-ce que vous avez pu
démythifier, parce que là, quelquefois, on se donne beaucoup d'idées de complexité pour certains points, mais quand on a une bonne procédure présentée par le responsable qui a bien voulu vous accueillir dans son entreprise ou dans son cabinet, vous avez pu accumuler un certain nombre d'expériences intéressantes. Et puis, Madame, Monsieur, est-ce que dans cette UV2, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez la révision contractuelle ou la révision légale? Et pourquoi? À vous de démontrer pourquoi vous préférez la révision contractuelle et essayez de nous évoquer. Est-ce que vous avez aussi, autre question qui arrive fréquemment, est-ce que vous avez une bonne approche de l'évaluation d'une entreprise? Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement les expériences que vous avez vécues en tant qu'évaluation des entreprises? Donc ça, c'est à vous de bien travailler cet aspect d'évaluation des entreprises et de préparer un certain nombre de pense-bêtes que vous pouvez avoir avec vous le jour de votre épreuve. Vous pouvez classer un certain nombre de pense-bêtes à travers un ordre alphabétique en dehors du référentiel normatif ou d'autres documents que vous avez préparés sur les questions que je suis en train d'évoquer. Autre question, monsieur, est-ce que dans votre entreprise cabinet comptable, vous avez reconnu des entreprises en difficulté? Et quel a été pour vous votre rôle dans le cas des entreprises en difficulté? Et pouvez-vous nous rappeler votre intervention et comment vous avez vécu les différentes mesures et en même temps de nous rappeler les différentes mesures des entreprises en difficulté? Est-ce que, autre chose, est-ce que vous avez été confronté à des problèmes monétaires, c'est-à-dire des entreprises qui ont des clients au Japon ou des clients ou des fournisseurs aux États-Unis ou des fournisseurs, pourquoi pas en Russie? Est-ce que vous avez connu quelques problèmes? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les quelques problèmes que vous avez connus dans les problèmes de monnaie étrangère? Est-ce que vous êtes aussi dans vos clients amenés à pratiquer l'épargne salariale? Est-ce que dans l'épargne salariale, vous avez des expériences? Pouvez-vous nous rappeler un peu la politique de l'intéressement que vous semblez, à travers votre livret 2, savoir démontrer et comment calculer un intéressement qui soit légalement acceptable? Ça, c'est hyper important. Alors vous, monsieur, vous avez une expérience uniquement dans la banque. Alors la banque, c'est vrai qu'elle a aussi son audit, elle a ses commissaires aux comptes, mais elle a aussi ses procédures. Pensez-vous que les procédures que vous avez développées dans votre travail se rapprochent de celles exigées par le DEC UV2? Et pouvez-vous nous rappeler quelques expériences vécues dans le domaine de votre banque qui se rapprochent de manière très très étroite des exigences de l'UV2? Monsieur, vous travaillez dans un cabinet de taille modeste, vous l'avez dit vous-même. Alors, dans cette taille modeste, vous devez avoir beaucoup de TPE, PME. Comment pouvez-vous arriver à démontrer que vous maîtrisez parfaitement tous les problèmes de société, que ce soit les SAS, les SA, alors que finalement, vous n'en avez pas énormément? Est-ce que l'EURL et les CEL sont des choses que vous utilisez régulièrement et pourquoi? Et quel est l'intérêt des CEL pour les professions libérales? Prenons l'exemple des pharmaciens qui sont considérés comme des commerçants et qui sont considérés comme des commerçants et à la fois sur le plan des retraites comme des professions libérales. Ils sont commerçants pour le fisc et ils sont libérales pour le social. Comment interprétez-vous ça et comment avez-vous interprété? Quelles sont justement votre opinion pour l'UV2 sur le domaine de la spécialité? Est-ce que vous avez envisagé, si vous êtes un jour expert comptable avec vos associés, de voir votre cabinet se spécialiser? Et quel est l'intérêt pour vous de la spécialité? Donc voilà, je dirais, dans un premier temps, dans cette séance d'aujourd'hui, voilà, les amis, les questions qui découlent des deux UV. J'en arrive maintenant à l'UV3. Alors, monsieur, vous n'avez pas présenté de mémoire hypothèse numéro 1. Alors, vous nous dites que vous avez beaucoup d'expérience, que vous avez fait beaucoup de rapports. Pouvez-vous nous donner votre dernière intervention devant un public? Quelle date et quel thème? Ou devant vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous avez pu développer devant vos collaborateurs? Quel thème?
Vous avez aussi dit que vous avez participé à des réunions, puisque vous êtes directeur d'un centre de gestion, vous avez participé à des réunions des adhérents et vous avez animé une réunion avec un inspecteur des impôts attaché à votre centre sur la loi de finances. Quelle a été la part de votre intervention? Vous nous dites aussi que vous faites des activités bénévoles dans le domaine des associations, par exemple pour la lutte contre le cancer, vous êtes un membre, je dirais, important, vous êtes aussi dans le sport, vous êtes aussi membre d'une association sportive et vous êtes le trésorier, vous avez des missions ici bénévoles de commissaire aux comptes qui n'est pas obligatoirement inscrit à l'ordre, pardon, à la cour d'appel, puisque c'est une mission où l'association n'a pas forcément les exigences d'un commissaire aux comptes officiel, donc vous jouez le rôle de commissaire aux comptes bénévole, et vous êtes aussi bénévole dans certaines circonstances au niveau, pourquoi pas, vous avez été aussi mandataire pour une élection régionale ou une élection législative. Vous avez aidé l'expert comptable qui faisait les comptes de campagne. Ça, c'est des expériences intéressantes également à l'UV3. Vous avez voulu démontrer également que vous faisiez des messages réguliers au niveau information de vos clients, du moins de l'ensemble des clients, avec l'aval, bien sûr, de la direction. Avez-vous l'occasion de nous apporter les derniers courriels que vous avez envoyés à l'ensemble de vos clients sur certains points? Est-ce que vous suivez vraiment particulièrement le social? Est-ce que dans votre cabinet, il y a un service social indépendant? Quels sont les rapports que vous menez avec ce service social? Est-ce que, troisième remarque intéressante, est-ce que la stratégie patrimoniale, monsieur, vous intéresse? Et en quoi faites-vous une différence entre la stratégie patrimoniale et la gestion de patrimoine? Ça, c'est hyper important. On sait très bien que l'ensemble de ces perspectives développées par à la fois M. Canisi ou M. Olivier sont orientées vers un même but. C'est la relance de l'économie à travers les deux fonctions commissaire et expert comptable. Comment voyez-vous, madame, monsieur, comment voyez-vous, vous, de votre côté, à travers votre propre cabinet, le moyen de satisfaire à cette relance que l'ensemble des instances nationales, ces commissaires aux comptes et experts comptables, ont mis en œuvre pour leur congrès, indirectement 2022, et pour leur journée nationale. Alors vous êtes aujourd'hui, voici quelques jours avait lieu le congrès, vous avez assisté à ce congrès. Est-ce que vous avez retenu les éléments fondamentaux de ce congrès? Est-ce qu'il y a des ateliers ou des conférences qui vous ont particulièrement intéressé? Et pouvez-vous nous faire un rapide tour d'horizon de ce congrès que vous avez suivi, soit à distance, soit, je dirais, en présentiel, puisque le congrès était à Paris, au Palais des Congrès, et pour beaucoup d'entre nous, c'est plus facile pour se déplacer au centre de Paris plutôt que d'aller à Montpellier, à Bordeaux, ou à Toulouse ou à Bastia. Bon, bref, je reviens sur ce congrès qui est un élément important pour un DEC-VAE qui doit démontrer l'intérêt de son suivi de tout ce qui est congrès et information d'ordre comptable et conseil en général. Quelle différence faites-vous justement entre l'audit et le conseil, madame, monsieur? Je répète, quelle différence faites-vous entre l'audit et le conseil? Alors, deuxième hypothèse, vous avez fait un mémoire. Alors, madame, monsieur, nous avons été surpris à la fois et agréablement surpris que votre livret 2 soit, je dirais, renforcé par un mémoire, vraiment mémoire que vous avez réalisé. On ne va pas vous faire soutenir le mémoire aujourd'hui. Nous l'avons lu, nous l'avons parcouru, nous avons vu l'intérêt que cela présentait pour votre métier. Et en effet, vous pouvez peut-être nous confirmer 3 choses qu'on aimerait attendre de vous. Est-ce que ce mémoire que vous avez réalisé va servir la profession, et quelle profession, plus l'expert que le commissaire aux comptes? Première question. Deuxième question, pouvez-vous nous démontrer
les véritables apports concrets de votre mémoire? Et troisième question, est-ce que le mémoire que vous avez réalisé, l'étude que vous avez faite, va servir le futur? Et dans quelle catégorie de futur vous pouvez mettre ce mémoire? Donc, nous avons pu mesurer, grâce à ce mémoire, votre aisance verbale. Nous n'avons pas trouvé énormément de fautes d'orthographe et nous tenons à vous le dire. Nous avons plusieurs questions qui découlent de ce mémoire. En effet, vous nous parlez de l'importance de la digitalisation. Mais est-ce que vous, à votre niveau, vous avez été un élément moteur pour favoriser la digitalisation chez vos clients ou dans votre entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, le mot digitalisation vous paraît relativement important? Vous avez également, un autre cas, choisi un mémoire sur l'importance des cryptoactifs. Quelle sera l'évolution des cryptoactifs et quelle différence faites-vous entre un cryptoactif et une monnaie officielle? Ça, c'est important, puisqu'il y a des gens qui disent, et moi j'en fais partie, qu'on ne peut pas parler de crypto-monnaie parce que ce n'est pas une véritable monnaie. Ce n'est pas une véritable monnaie puisqu'elle est rattachée à aucun étalon. Et par contre, je préfère l'expression cryptoactif. Aujourd'hui, on parle de différents produits qui s'ajoutent à la blockchain. Précisez-moi justement ce que ça veut dire pour vous, blockchain, et donnez-moi aussi les nouvelles expressions qu'on développe actuellement dans le monde de la digitalisation, ces métavers. Hein, voilà. Donc, il y a des choses que vous devez maîtriser à ce niveau-là et montrer votre intérêt dans l'évolution de l'informatique et de la facturation électronique qui aura lieu entre 2024 et 2025 et pour lesquelles cette mise en place sera très dépendante de l'expert comptable et également du commissaire aux comptes. Donc, quel est votre point de vue sur cette évolution de facturation électronique et qu'est-ce que ça va amener? Donc, vous avez mis dans votre livret 2 quelques webinaires. Vous avez même aujourd'hui, je vois, apporté des webinaires que vous pourriez nous présenter, je sais. Vous avez le droit, quelquefois, de présenter une vidéo si vous trouvez intéressant, quelques minutes du moins, que vous pouvez nous présenter maintenant. Tout ça augmente votre côté validation de l'expérience, car vous utilisez tous les supports d'information. Vous avez bien sûr des vidéos, vous avez des webinaires, vous avez tout un ensemble de choses qui renforcent votre volonté de vous former et surtout la volonté de former les autres. Et ça, c'est quand même important. Vous avez un rôle de chef de mission, vous avez un rôle forcément de chef de service, vous avez un rôle qui se rapproche de plus en plus de l'expert comptable. Et pour moi, voyez-vous, je crois que vous allez peut-être partager mon expression, c'est que l'expert comptable est un homme pédagogue ou une femme pédagogue, mais c'est aussi un créateur de richesse. Et j'aimerais que vous précisiez pourquoi je dis créateur de richesse. Sur le plan, bien sûr, managérial, sur le plan documentaire, sur le plan procédure, sur le plan de la réalité et surtout des différents clignotants qu'une entreprise a besoin pour pouvoir mieux fonctionner, pour pouvoir mieux se développer. Et ces clignotants, c'est le rôle de l'expert comptable. C'est là où se trouve sa richesse. Mesdames, messieurs qui m'écoutez, j'ai volontairement dépassé le temps imparti, mais je préfère maintenant, sans que vous donniez simplement votre prénom et que vous me posiez la question, sachant que sans rentrer dans le détail, cela sera sur YouTube. Je vous écoute. D'abord, votre point de vue, est-ce que vous avez appris des choses? Je demande à Fanette de donner son point de vue. Bonjour à tous. Merci beaucoup Francis pour cette présentation. De mon côté, j'ai beaucoup appris. Je pense que je n'ai pas du tout perdu mon temps. Tu m'entends? Ouais. Tu m'entends? Oui, je t'écoute. Hein. D'accord. J'ai beaucoup appris par rapport à ta présentation.
Donc, je pense que c'est assez clair, même si j'estime qu'il y a beaucoup de boulot quand même pour être Beaucoup de prêt. boulot pour pouvoir répondre à tout ce que j'ai évoqué. C'est Donc, ça, il y a toutes ces beaucoup de questions. choses à préparer. C'est C'est pour ça. ça que je disais à Christian, qui m'avait demandé cette semaine de faire un premier test. J'avais dit, Christian, attends samedi, tu verras tout ce que je vais dire samedi et tu verras, mon ami Christian, c'est notre réunionnais, que tu auras l'occasion d'écouter ce que je vais dire et préparer un certain nombre de réponses toutes faites. Et ça, je crois qu'à travers ce que vous allez retenir de cette vidéo, il y a beaucoup de choses à préparer et les séances qui vont venir seront basées sur tous les thèmes que j'ai évoqués. Tu as bien compris, mon ami Fanette? Oui, Mon ami, oui, j'ai bien compris. tu as bien compris, oui, j'ai bien donc compris. tu as une vidéo qui te permet de pouvoir asseoir les questions probables. D'accord. Et de bien voir les points forts de votre expérience. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à faire de la part de nos amis habitués à me suivre depuis plusieurs mois? Est-ce qu'il y a Fanette? J'ai interrogé Fanette parce que c'est notre nouvelle arrivée. Il travaille comme Claude dans une grande banque, je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, Claude, qui était notre candidate élue l'année dernière, DEC complet. Alors, d'autres avaient eu que 2 UV. Alors, j'écoute d'autres personnes. Je sais que quelquefois, Justine a toujours des interventions pertinentes. Est-ce que Justine a une remarque à faire sur ce que je viens de dire et a aussi des éléments à ajouter à ce que je viens de dire? Bonjour. Justine. Oui, bonjour Justine. Bonjour. Alors écoute, comme habituellement, c'est très clair. C'est vrai que le fait d'avoir suivi tes interventions depuis plusieurs mois, je pense que alors il y a énormément de travail sur les questions un petit peu plus pointues. Là, on est plus rentré dans le détail, on va dire post-présentation sur les questions potentielles. On n'avait pas trop, on les avait pas, on n'était pas autant allé aussi loin auparavant. On a suivi beaucoup de enfin moi j'ai suivi toutes tes interventions, donc c'est vrai qu'il y a des questions auxquelles maintenant on peut répondre. Mais je pense que oui, là, le travail à effectuer sur ces mois va être perfectionnement et rester dans l'actualité. Est-ce qu'à travers cette vidéo que tu viens de suivre, Justine, tu te sens forte et tu te sens plus motivée encore? Oui, oui, oui. Et puis surtout, avec les mois qu'on a passé avec toi depuis le début de l'année, c'est vrai que la progression a été relativement énorme et je me sens capable d'affronter ce jury. Très, très gentil à toi. Est-ce que Stéphane, qui a toujours aussi l'habitude d'intervenir, mon ami Stéphane, est-ce que tu as des remarques, des éléments sur lesquels tu as appris des choses ce matin à travers les questions que j'ai envisagées et qui te permettent de te renforcer dans ta préparation pour les épreuves orales? Oui, vous m'entendez bien tous? Stéphane, pardon, je t'entends pas bien là. Vous m'entendez? Allô? Oui, c'est bien, mon grand. Oui, pour moi, Francis, bonjour à tous, hein. De ce que je vois, déjà, premier point, il faudrait qu'on s'inscrive tous au congrès 2022. Ça, c'est fondamental, hein. C'est bien. C'est bien. Donc, toutes les Parce que là, questions que j'ai je comprends. évoquées, à 90%, l'un d'entre vous n'aura pas toutes ces questions, mais c'est un éventail de questions. Je vois que, Et après, deuxième point, Stéphane vient de oui, parler, mais il y a aussi ton ami réunionnais Christian qui a aussi envie de donner son avis. Merci. Merci Stéphane, et je te sens motivé pour préparer toutes ces toujours, oui. réponses aux questions Toujours, évoquées. toujours. Christian, Oui. on t'écoute. Bonjour. Bonjour Ouais, bonjour à Christian. tous. Je t'écoute. Déjà, le plan qui me semble bien parti, c'est on sera attendu sur présenter vos expériences encadrées avec les normes ou les déontologies, ainsi de suite. C'est là-dessus que moi, je pense que je suis assez satisfait déjà de la manière dont les choses vont se présenter. Parce que c'est bien de parler de sa mission facilement. J'ai fait des missions CAC ou j'ai fait des missions expertise, je suis ici, cela. Mais on doit être assez structuré dans notre réponse pour dire quand je fais ça, je pense à telle norme, quand je fais ça, je pense à appliquer tel cadre de la déontologie. Et pour moi, c'est bien parti, en tout cas. Si tu m'entends bien. Oui, c'est bien, maman. Mais tu vois, à travers ce qu'on vient de vivre ce matin, moi, je vous invite maintenant à prendre au moins une fois tous les 15 jours pour l'instant. Après, à partir
du mois d'août, une fois par semaine, à partir du mois de septembre, 2 fois par semaine, des rendez-vous avec moi pour des séances d'exposé que vous devez préparer avec moi. Et moi, je vous critique votre exposé, ou je critique. Le mot critique n'est pas forcément négatif, il y a des critiques positives. Donc, moi, je voudrais que, à travers ce travail que j'ai fait ce matin, vous prépariez votre exposé et surtout, vous prépariez votre diaporama. Avant de faire le tour de tous ceux qui sont là ce matin, je vais revenir justement sur le diaporama. Alors, le diaporama, moi, je le vois à travers plusieurs slides que j'ai déjà évoqués, mais je vous donne ma présentation. C'est-à-dire, tout d'abord, c'est la première page, c'est la page de votre identité, de votre réunion, je pense à nos amis de la Réunion, c'est de l'endroit où vous habitez, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine de marquer la ville, vous pouvez marquer France, région, Tartampion, et vous pouvez marquer Réunion, la Réunion, France, et vous mettez votre nom, votre prénom, vous mettez cursus académique et cursus professionnel. Ça, c'est, vous mettez votre nom et prénom et vous mettez, alors le premier c'est votre nom, prénom et le livret 2 avec, vous mettez livret 2 et le nombre d'expériences professionnelles. C'est-à-dire, vous mettez Tison Francis, Hauts-de-France, livret 2, 4 expériences professionnelles, de telle date à telle date. Voilà. Vous mettez expérience professionnelle, c'est des nouveautés dans ma tête qui sont apparues depuis quelques jours. Je répète, vous avez à bien marquer le nombre d'années d'expérience. Vous mettez Tison Francis, Hauts-de-France. Vous mettez livret 2, 4 expériences professionnelles de 1970 à 2022. Ça fait un certain nombre d'années d'expérience pour Francis. Hein. Pour ça, je rigole. Mais ensuite, cursus académique et cursus professionnel. Donc, cursus académique, rapidement. Hein, rapidement, même s'il n'y a rien, c'est pas grave. Cursus professionnel, rappelez le type d'entreprise. Là, vous avez le droit de nom parce que vous avez à marquer les années que vous avez passées dans les activités professionnelles, entreprise, poste occupé, cabinet poste occupé de telle année, telle année. Mettez-vous à la place de celui qui va découvrir, pas découvrir, mais lire d'une manière intelligente votre travail au niveau de votre cursus professionnel. Troisième, c'est pourquoi avoir choisi la VAE. Alors, il y a plusieurs réponses ou plusieurs possibilités qui correspondent à la plupart d'entre vous. Une expérience relativement suffisante pour répondre aux objectifs du DEC VAE. Expérience relativement suffisante, il ne faut pas être trop prétentieux. Ensuite, reconnaissance de l'expérience par de véritables professionnels. Reconnaissance de l'expérience par de véritables professionnels. Troisième raison, c'est le fait que le DEC-VAE traduit plus une compétence que des connaissances. Je répète, le DEC-VAE traduit plus des compétences que des connaissances. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ces trois possibilités qui peuvent être prises par chacune et chacun d'entre vous? Est-ce que vous pouvez me proposer une quatrième raison, si possible? Je rappelle que pour vous, l'intérêt de la VAE, c'est votre expérience. L'expérience n'est pas que de la connaissance, elle est de la compétence qui a été confirmée par les attestations que vous avez mises dans votre livret 2. Il faut que vous insistiez sur la différence entre des connaissances et des compétences. On a des diplômés recto verso
qui ont des doctorats ceci et qui sont incapables d'être compétents parce qu'ils en savent trop et qu'en même temps, en sachant trop de choses, ils ne savent pas par quel bout commencer. Moi, je l'ai vécu avec un gars que j'ai fait embaucher parce que c'était le neveu d'un grand président d'entreprise avec lequel je travaillais. Et ce gars a été embauché avec 3 doctorats au niveau juridique. Il nous a fait des dégâts inimaginables. Il est resté 1 an et demi sans plus dans le cabinet avec des dommages énormes. On a essayé de le préserver pour pas qu'il soit pénalisé pour d'autres emplois, mais moi j'ai eu vraiment des sueurs froides avec ce candidat qui nous avait donné l'impression d'une compétence énorme alors qu'il avait beaucoup de connaissances, mais mélangeait tout. Il a fait des erreurs énormes sur certains dossiers. Donc, méfions-nous entre les diplômés théoriciens et les compétences d'autodidactes. Donc, nous ne sommes pas des autodidactes, pas tout à fait. Je n'ai pas l'impression que la VAE conforte l'autodidacte, parce que l'autodidacte, c'est quelqu'un qui s'est formé seul. Moi, je n'ai pas la prétention de m'être formé seul, mais j'ai la prétention d'avoir été formé par des autodidactes qui m'ont donné les bonnes règles et qui expliquent que mon expérience s'est enrichie grâce à tes autodidactes. Je voudrais vous demander si vous avez donc une 4e option pour justifier la VAE par rapport à ce que j'ai dit. Donc je continue. Maintenant, c'est 4e, 5e ou 4e, je ne sais plus, c'est l'UV1, les éléments forts qui doivent être ressortis, c'est-à-dire, vous mettez expérience pour l'UV1, expérience au pluriel, et vous mettez 3-4 lignes sur 2 slides, c'est-à-dire un slide, j'ai dit, c'est 100 lettres par slide, c'est pas la peine de faire 100 mots, c'est pas des paragraphes qu'on recopie, c'est des mots forts. Donc pour l'UV1, vous devez trouver les mots forts que vous avez remplis dans le référentiel et vous réservez 1 à 2 slides pour l'UV1, pas plus, avec le problème des 100 lettres. Ensuite, pour l'UV2, c'est l'expérience forte de l'UV2 avec les mots forts, c'est-à-dire aussi bien du côté de l'expertise comptable, retenir les mots forts de l'expertise comptable. Alors là, vous avez le droit à 3 slides pour l'UV2 parce qu'elle est chargée. Donc, vous devez revenir sur votre stage que certains ont fait, stage commissariat, stage expertise comptable, sur les éléments très pointus de l'expertise contractuelle ou de l'expertise légale. Ça, c'est important d'insister sur le stage ou l'accomplissement d'opérations que vous avez réalisées dans la même entreprise et qui vous permettent d'affronter les exigences du commissaire comme les exigences de l'expertise comptable. J'arrive donc maintenant à l'UV3, pour laquelle, normalement, vous devez avoir 4 slides, parce que je raisonne par rapport aux coefficients. Pourquoi j'ai dit 2 coefficients pour l'UV1 alors qu'elle a un coefficient 1? Parce que l'UV1, c'est le référentiel qui est le plus complet possible des 3 UV. Quand vous regardez le nombre de pages pour une UV1 qui, sur le plan officiel, a un coefficient de 1, et que vous regardez le nombre de pages pour l'UV2, l'UV3, vous avez moins de pages pour l'UV2, l'UV3, parce qu'il y a des répétitions, que l'UV2 doit maîtriser un certain nombre de choses que l'UV1 a déjà présentées, ITOPO pour l'UV3. Alors pour l'UV3, c'est votre aisance écrite, les rapports, les écrits, vos expériences d'intervention en formation que vous devez maîtriser, c'est votre rapport que vous avez fait sur un certain nombre d'actes que vous avez rappelés dans les 4 slides de l'UV3, et vous avez également rappelé votre mémoire avec ses objectifs, servir la profession, apport concret et pérennisation de votre étude, et donc déterminer par ces 4 slides les mots forts en respectant la règle des 100 lettres pour éviter de mettre trop de choses sur un slide. Et vous terminez par une dernière présentation de slide ou de diapo comme vous voulez, dans laquelle vous réfléchissez à une citation
à une citation qui correspond à votre objectif et qui correspond à votre comportement. Hein, vous pouvez prendre une citation sur l'expérience, vous pouvez prendre une citation sur autre chose, et vous pouvez prendre une citation d'un auteur, vous pouvez reprendre la citation d'un président de l'ordre passé ou de l'ordre actuel, comme le président de la compagnie passée ou président de la compagnie actuelle. Mais il faut terminer par un moment qui va pouvoir, je dirais, faire sourire votre jury. Si vous le faites sourire, si vous le faites réfléchir à ce que vous avez présenté, eh bien vous allez gagner. Vous allez gagner la sensibilité et vous avez gagné, je dirais, la possibilité d'être beaucoup mieux encadré dans les questions à travers ce que vous allez finir. Alors, je vais vous présenter par la suite des citations sur l'expérience, sur la validation, sur les acquis. Je vais vous en proposer. C'est à vous d'en trouver aussi. Vous faites des recherches. Alors, je vais terminer mon petit tour de table. Alors, je vais demander à Samuel, qui était là depuis le début. Samuel, qu'est-ce que tu en penses de ce que tu viens de vivre? Samuel? Son micro est toujours fermé et ouvert. Samuel, on t'écoute bien fort. Essaye de parler bien fort. Je dis toujours aussi bon, Francis. C'est très bon exposé, vous expliquez bien tout est nickel. Ça me conforte dans l'idée que quand j'ai passé mon DSCG, je me suis retrouvé face à un jury de 3 personnes. Donc là, je vais me retrouver face à un jury de 2 personnes. Il va falloir que je m'améliore encore dans mon processus de l'exposé. Tu te sens bien préparé pour préparer cet exposé, sachant que tu as fait quand même un bon livret 2, nettement plus important que certains livrets 2 qui avaient été présentés voici quelques années pour le DSCG. Et en conséquence, tu te sens bien préparé. Est-ce que l'ensemble des questions que j'ai évoquées te permettront déjà de les préparer et d'être préparé à ces questions? Tout à fait, Francis. Ça me permet de voir effectivement comment je dois planifier. C'est bien, Samuel. Je te trouve là très motivé. Tu as passé une période fiscale hyper difficile, je sais. Et aujourd'hui, tu sembles retrouver ton envie de gagner. Et cette envie te permettra d'atteindre tes objectifs le plus vite possible. Je vais terminer sur notre ami Christian, qui est un Christian du Cameroun et qui va nous permettre, j'y bêtise peut-être, Christian, est-ce que tu peux donner tu n'étais pas là au début, mais tu comprends très bien que j'ai évoqué toutes les questions possibles lors de l'oral. Est-ce que tu vas recevoir la vidéo comme ceux qui vont aussi avoir la vidéo par mon intermédiaire? Est-ce que tu as bien compris la technique? Est-ce que tu te sens bien préparé pour répondre à l'ensemble des questions? Bonjour Francis, bonjour à tout le monde. Je retiens un terme, boulot. Il y a vraiment du boulot. Je suis très confortable par rapport à ta présentation et en ce qui concerne notamment mon expérience propre, mais je retiens surtout qu'il va vraiment falloir être collé à l'actualité pour pouvoir répondre de manière vraiment fluide à toute question éventuelle qui porterait sur les différents changements qu'il y a eu dans la réglementation professionnelle. Donc vraiment, on va beaucoup travailler avec toi dans les mois à venir là, pour être bien prêt pour se présenter devant le jury. Absolument, c'est vraiment bien. Alors, sachez les amis que durant le mois à partir du 15 septembre et jusqu'à la date de votre convocation, les relations seront, je ne vais pas dire quotidiennes, mais quasi quotidiennes, puisque on va multiplier les relations d'exposés, puisque là, vous serez les gens qui seront prioritaires par rapport aux mémoires qui ont lieu qu'en novembre, et on aura l'occasion de travailler. Donc, je rappelle un petit peu que le rôle de ce matin, ça a été de vous donner une image à la fois de l'exposé et des questions. J'étais beaucoup plus long que prévu au niveau de l'exposé, mais c'était volontaire. Et ensuite, je vous ai donné un modèle éventuel, mais qui pourra être corrigé par la suite, de diaporama, pour pouvoir convaincre davantage du jury. Donc, pour l'instant, je vous demande de rechercher
des citations sur l'expérience, sur la validation, bon bref, ou trouver des citations qui correspondent à votre tempérament. Alors je rappelle qu'à partir de là, vous devez vous entraîner, pas forcément tout de suite, mais dans les 15 jours qui suivent, de prendre un rendez-vous individuel pour une demi-heure afin de préparer un modèle d'entretien que vous allez pouvoir me présenter. Et ensuite, la fréquence va accentuer à partir du mois d'août et à partir surtout du mois de septembre. Hein, ce n'est pas la peine. Au mois d'août, il y aura bien sûr possibilité. Il n'y a pas de journée, sauf les journées où je vais repartir dans le Nord. Il n'y a pas de journée où je ne serai pas disponible. Donc, mais moins disponible que quand je suis à Béthune. Mais à partir du 15 août, je serai à Béthune et je serai disponible 10 heures par jour. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera pour vous préjudiciable. L'idéal, c'est que autour du mois d'octobre, vous soyez les préparés les mieux possible. Déjà, si vous réécoutez la vidéo d'aujourd'hui, vous allez pouvoir en retirer tout le bien fondé. Je remercie tous ceux qui étaient présents. Je déplore l'absence de Mouhamadou, je déplore l'absence d'Abraham, je déplore l'absence de Céline, qui sont des candidats potentiellement susceptibles d'être bien acceptés à la VAE, mais qui, pour des raisons professionnelles, je sais que Céline est toujours occupée le samedi matin par son cabinet comptable. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, surtout en période de canicule, travailler le samedi matin sans être obligé, c'est quand même quelque chose de formidable. Bon, je remercie toutes les personnes. J'aurais souhaité que des gens comme Guy Roger, qui passe le mémoire traditionnel, et Salim, qui passe également le mémoire traditionnel. Je rappelle que ces deux candidats ont passé la VAE l'an dernier et ils ont validé les deux UV1 et 2. Mais ils ont passé le mémoire. Ils avaient deux possibilités, soit de repasser l'UV3 par la VAE, soit de passer l'UV3 par le DEC traditionnel. Ils ont eu le choix et ils ont décidé de faire un mémoire. Ils ont eu tous les deux l'agrément relativement facilement pour Salim, un peu plus difficilement pour Guy Roger, et ils sont en train de rédiger leur mémoire qu'ils vont déposer pour le 31 août et qu'ils vont soutenir comme tous les candidats. Qu'ils vont soutenir, mais ils vont passer sans, je dirais, remarque particulière, c'est-à-dire que les jurys, en priori, ne sont pas informés que ce sont deux candidats VAE. On n'a pas le droit de dire que c'est des candidats VAE. Alors, voilà ce qui se passe, c'est que le jury va mettre une note, parce qu'il ne sait pas que c'est la VAE, mais si Guy Roger et si Salim, et j'en suis sûr, sont admis au mémoire, ça ne sera pas marqué sur le relevé de notes, il n'y aura pas de note, ça sera marqué validé par le siècle. Ils auront effacé la note, ils auront marqué validé, et nos deux amis qui ont déjà deux UV recevront leur diplôme DEC dans les semaines qui vont suivre et seront invités, bien sûr, à aller se rendre au Palais des Congrès pour recevoir dans une grande manifestation, c'est ce que je souhaite à tous ici qui m'écoutez, de recevoir ce beau diplôme de DEC que vous auriez obtenu et bien mérité. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche, de faire attention pour ceux qui habitent la métropole française, parce que je sais que certains d'entre vous ne sont pas, je dirais, dans la canicule que nous connaissons actuellement. Je pense à nos amis qui habitent en Afrique ou qui habitent dans la Réunion. Eh bien, eux, ils sont habitués à une certaine chaleur, mais qui dit chaleur ne dit pas pour autant canicule, tandis que chez nous, on a des températures dans le département où je suis actuellement qui ont été jusque 42 hier. Ce n'est pas des températures qui sont communes ici à notre département, même si le sud de la France a quand même beaucoup plus de soleil que le nord de la France. Mais je n'oublie pas que le nord n'a peut-être pas de soleil, mais comme vous le savez, il a beaucoup de soleil dans son cœur et il est prêt, le gars du nord, à vous rendre le maximum de services pour que vous soyez diplômés au mois de janvier, tous avec une grande joie. Comptez sur moi pour que tous les atouts et les ressources nécessaires à cet bon moment, le mois de juillet, c'est
le mois de janvier, pardon, c'est le 10 janvier où les résultats seront connus. Et j'espère que tous ceux qui m'écoutent là, et ceux qui ne m'écoutent pas, mais qui sont pour des raisons diverses et multiples absents ce matin, puissent être sur la liste, et j'en suis certain. Allez, bon courage à tous. Demain, je fais une présentation pour le DSCG VAE, où là, j'ai des nouveaux candidats pour lesquels je vais aussi préparer mon travail avec eux, comment voir les 7 UV, parce que là, il y a 7 UV, et ce n'est pas la même chanson. Allez, passez un bon week-end, et surtout pour les métropolitains, faites attention, c'est la journée la plus chaude de l'année. À très bientôt.